J'imagine qu'à toi aussi, ça t'est déjà arrivé de ne plus supporter ton copain, ta copine, ton collègue ou ta maman, ou de ne plus avoir de la patience pour régler les problèmes. Est-ce que t'as remarqué d'ailleurs que vos disputes se passent souvent de la même façon? Alors, comment entretenir ces relations de couple, mais aussi toutes les autres? Et puis, est-ce qu'il faut vraiment s'aimer soi avant d'être en couple? Si ça te parle, reste parce que j'en parle aujourd'hui avec mon copain. Bonne écoute! Moi, c'est Julia, et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hello à tous! Alors oui, vous ne rêvez pas, me revoilà. Après une petite pause, j'ai décidé de reprendre les podcasts et je suis très heureuse d'être là. Et je ne suis pas toute seule, je suis de nouveau avec mon copain Gauthier. Coucou tout le monde. On avait déjà enregistré un podcast ensemble sur les 4 ans, nos 4 ans de relation et c'est un des podcasts qui vous a le plus plu. Donc je me suis dit qu'en refaire un, mais cette fois-ci en abordant peut-être d'autres sujets qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder la fois passée, ça pouvait être intéressant parce que je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de différents sujets. Donc nous voilà. Donc la fois passée, on avait parlé de est-ce que c'est possible d'être heureux après 4 ans de relation? Donc on avait parlé plutôt de la relation en général. Et cette fois-ci, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de parler d'un aspect plus particulier qui est le capital relationnel. C'est un terme dont on a entendu parler tous les deux durant une formation à la CNV, donc la communication non violente. Et en fait, en y réfléchissant, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'avait jamais vraiment réfléchi tel quel, mais dont on a pris pas mal soin durant notre relation. Ouais, c'est vrai que on a toujours été très très fort axé sur la communication, l'importance de bien communiquer, mais ça nous a quand même fait énormément bien d'avoir une journée d'introduction et puis après une journée de précision sur ce domaine-là et c'est extrêmement intéressant et ça s'apporte à tous nos types de relations, tous nos types de communication. Et du coup, en fait, ben, ça fait énormément sens aussi dans une relation amoureuse. Du coup, le capital relationnel, qu'est-ce que c'est? J'ai pas une définition très précise, mais pour ça, je vais d'abord vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le couple, mais j'espère que de cette manière-là, vous allez comprendre un peu ce que c'est. Hem, donc le formateur, qui nous a, expliqué la communication non violente, nous a expliqué une situation qui est arrivée dans sa vie à lui. Je sais pas si vous voyez les 24 heures vélo, de Louvain-la-Neuve, c'est un très grand événement étudiant et il y a, une de base, c'est une course de vélo qui a lieu durant 24 heures et durant cette course, il y a toute une équipe qui doit encadrer le circuit pour pas qu'il y ait des étudiants qui se retrouvent en plein milieu du passage, des vélos. Et donc, ce monsieur qui s'appelle Guy, devait s'occuper de ces gens qui encadraient l'événement. Il nous a expliqué que, pendant toute la préparation, il a toujours été très, très à l'écoute de ces personnes-là, leur demander si elles se sentaient bien, si elles se sentaient en confiance, ce qui n'allait pas, ce qui allait, et cetera. Et que c'est vrai qu'au moment, du coup, des 24 heures vélo, en fait, il y a des moments où il y a des urgences et où on peut pas commencer à, comme, un chirurgien, devrait, je sais pas moi, dans une situation, d'urgence, il va pas commencer à demander à l'infirmier: «Est-ce que s'il te plaît, tu veux bien me passer cet ustensile?» et cetera. Non, il y a des moments qui sont, dans l'urgence où on a besoin d'être beaucoup plus directif
Et bah, normalement, si on a bien entretenu son capital relationnel, il y a pas de mal à ce que, on puisse demander les choses de manière plus directive et c'est ce qui s'est passé durant ces 24 heures vélo. Il a dû à un moment, d'urgence, il y avait une fuite de gaz quelque part, demander aux étudiants de manière beaucoup plus, directive: «OK, toi tu fais ça, toi tu vas là» et il y a pas eu de souci parce qu'il avait bien entretenu son capital relationnel avant et qu'il l'a bien fait aussi après l'événement en expliquant pourquoi il avait dû être plus directif et en leur demandant, si ça s'était bien passé et s'ils se sentaient bien. Et en fait, c'est un peu la même chose, dans le couple. Dans le couple, il y a toutes sortes de moments, qui vont moins bien se passer et pour moi, si on a entretenu ce capital relationnel, ben, il y a beaucoup plus de chances que, le couple, puisse, s'en sortir et aller de l'avant. Ouais, et que le couple ne vive pas mal, ou vive moins mal en tout cas, tous les moments où on peut plus, s'occuper du capital relationnel et où on est du coup, dans, le directif, dans l'urgence, dans la situation de crise et où forcément, bah, on sait beaucoup moins faire attention à la manière dont on communique et la manière dont on se comporte avec l'autre, quoi. Ouais et du coup, pour, moi et tu peux peut-être aussi expliquer pour toi, c'est quoi s'occuper, du capital relationnel, en tout cas dans notre couple? Moi, ça va vraiment être, des moments, qualitatifs, mais même parfois plus sur du long terme. Toi, tu parlais de l'Australie tout à l'heure. Mmh. Ouais, mais en Australie, en fait, j'ai l'impression qu'on était, dans une situation, tellement particulière et tellement, surréaliste, mais où on était malgré tout, tout le temps dans cette, zone d'inconfort parce qu'on n'était pas chez nous, on était tout le temps dans l'inconnu et cetera. En fait, il y avait un espèce de soutien mutuel qui était là un peu en permanence et ce soutien mutuel faisait que on se complimentait, on se motivait, on se soutenait l'un l'autre et du coup, j'ai l'impression qu'on était par la force des choses en permanence en train d'entretenir ce capital relationnel et j'ai l'impression que ça nous a bien servi aussi quand on a eu des moments un peu plus compliqués. Je pense à Melbourne où j'ai l'impression que beaucoup de fois on était, sur les rotules, autant mentalement que physiquement et où on aurait pu très vite déraper et et mal passer, les dernières semaines de notre voyage. Mais finalement ça s'est beaucoup mieux passé que ce que j'aurais pu l'imaginer Mmh. donc voilà et j'ai l'impression aussi que, ben voilà, là on parle de capital relationnel, dans la relation qu'on a de couple, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment venir, ça peut vraiment aider dans tous les domaines et typiquement, j'ai l'impression d'avoir aussi entretenu mon capital relationnel quand j'étais en Australie envers moi-même et d'avoir, tellement eu de prise de conscience et d'avoir, tellement réfléchi sur ma vie et j'ai l'impression de m'être pardonné beaucoup de choses et ça peut paraître un peu bizarre à dire, mais j'ai l'impression de m'avoir apporté beaucoup plus d'amour que ce que je le faisais, en Belgique et je sens une différence et ça me fait du bien et c'est un pli que j'essaye de garder maintenant, et qui me fait du bien. C'est vrai que pour revenir sur ce que, Gauthier disait avant par rapport au capital, relationnel du coup, de notre couple. À Melbourne, on n'était pas bien, mais enfin aussi par rapport en fait à son amour à soi. À Melbourne, on n'était pas bien, juste individuellement, je pense, tous les 2, parce que, on se sentait pas bien en fait dans cet environnement par rapport au travail, par rapport à la météo et cetera et parce qu'en fait, on revenait aussi de vacances de rêve. Je pense que ces vacances de rêve là aussi, nous ont permis super fort d'entretenir notre, capital relationnel. Hem, mais il y a même pas besoin que ce soit des choses extraordinaires comme ça pour, l'entretenir. Ça peut juste être, prendre vraiment le temps de prendre des moments qualitatifs et pas juste, ben, être dans la routine de tous les jours, juste se voir le soir ou le matin ou, ce qui nous est déjà arrivé, ça je pense qu'on en parlait un petit peu dans le podcast, précédent, c'était, de passer beaucoup de temps ensemble, mais sans qu'il soit qualitatif. Pendant le covid, on a passé un moment beaucoup de temps ensemble, à suivre nos cours ensemble, à cuisiner ensemble, mais c'était pas du temps qualitatif, c'était pas du temps qui nous ressourçait ou qui faisait du bien à notre couple, en fait. Donc c'est juste, je pense, prendre plus conscience, de tout ça. Et par exemple, typiquement aussi, cette année-ci, c'est vrai qu'elle est différente de, quand on était en Australie et je pense que, ben, les petits moments plus difficiles qu'on pourrait avoir cette année-ci, parce qu'on a moins l'occasion justement de passer du temps qualitatif ensemble, eh bien, nous font pas tant de mal que ça parce que, bah, déjà de un, on sait que c'est normal, d'avoir des cycles, où, ça va un peu mieux, des moments où ça va un peu moins bien et c'est même pas que ça va pas, c'est juste qu'on a moins de temps à passer ensemble. Mais étant donné qu'on a très fort nourri notre capital relationnel avant, eh bien, maintenant, ça se passe très bien. Mmh mh.
évidemment, ça se remplit pas en une fois au maximum et puis après on passe toute la vie avec. Mais c'est vrai que oui, là, ça se passe très bien et comme on le disait dans le podcast précédent, la vie, c'est cyclique et on peut pas en permanence entretenir, tout et faire tout, tout le temps correctement. Et c'est pour ça que c'est bien justement dans les moments où ça va bien ou dans les moments où on se sent de le faire, bah, d'entretenir le capital relationnel pour les moments où ça ira plus. Parce que la vie, c'est cyclique et il y a toujours des hauts, des bas, des plateaux. Sinon, après, on peut en arriver à un moment où, en fait, on n'a tellement pas pris soin de notre capital relationnel, qu'on l'a tellement usé, que ben, quand ça va pas dans le couple, ben, en fait, ça va plus parce qu'on n'a plus l'énergie. Et malgré le fait que je vais voir que Gauthier, par exemple, va faire un effort par rapport à quelque chose qui pour moi est compliqué, ben, même ça, je vais pas le reconnaître ou je vais même plus avoir envie, en fait, de mettre l'énergie dans le fait de lui dire merci. Parce que c'est trop, ça a été trop loin et on n'a pas assez pris soin de notre capital relationnel et pour moi, à ce moment-là, ça peut vraiment être dangereux pour le couple, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi j'ai aussi voilà, déjà rencontré plusieurs couples, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, où voilà, ça fait des années qu'ils vivent ensemble, que ça se passe bien, qu'ils ont des enfants, etc. Et ces dernières années, ça a été un peu l'escalade, alors pour plein de raisons différentes. C'est en général, l'amour, c'est un sujet complexe, donc il y a rarement une solution qui se dégage toute faite et toute facile, ou une raison toute simple qui se dégage. Mais l'une des raisons, en tout cas, que j'ai observé, c'était clairement un manque de patience et une usure de tout et une irritation et vraiment un ras-le-bol général de toute la situation, mais qui était assez triste à voir et enfin, assez marquant parce que même quand l'un des partenaires avait une initiative, avait une envie ou une action ou une parole qui était bienveillante ou qui allait dans le sens de la réparation, qui allait dans le sens d'une relation saine ou d'une bonne communication, c'est déjà tellement rare que l'un des deux partenaires ait cette petite volonté comme ça soudaine que souvent l'autre n'avait même pas le courage de la réceptionner correctement, de l'entendre, de la voir correctement, parce qu'il y avait il y avait une patience qui était complètement perdue, un manque de patience, un manque de force, de courage, parce que ça faisait beaucoup trop longtemps qu'il n'y avait plus eu, j'ai l'impression, cette attention sur le capital relationnel. Et c'est triste, en fait, et j'espère ne jamais en arriver là avec toi, Julia, mais voilà, enfin, je trouve ça assez intéressant de voir à quel point, après, ça peut avoir un impact tellement négatif et c'est toujours possible de s'en sortir, mais c'est tellement plus compliqué si on est tombé à plat. Ce qui me fait penser aussi qu'avec Gauthier, on avait déjà parlé de ça il y a plusieurs années, mais que c'est quelque chose, à nouveau, qu'on implémente très fort dans notre couple. C'est que quand il y a un problème, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, la plupart des gens, et moi y compris, hein, mais je pense qu'avec Gauthier, c'est quelque chose, enfin une chose à laquelle on fait très attention, on essaye de pas tomber dans le gagnant-perdant. C'est-à-dire que je vais pas être d'accord avec lui ou il y a quelque chose qu'il m'a dit qui m'a touchée, qui m'a blessée. Ben, qu'est-ce que les gens vont avoir tendance à faire en général? C'est relancer une pique pour que la personne ne se sente pas bien aussi. Et pour que moi, en fait, je me sente gagnante dans l'histoire parce que je lui ai refait une pique. Sauf que du coup, il est pas bien. Moi, au final, je me sens pas bien non plus. Et au final, d'une situation de je pensais gagnante-perdant, on en arrive à une situation de perdant-perdant. Or, bah, la meilleure solution, forcément, c'est d'essayer d'arriver ben, à une situation où on est plutôt gagnant-gagnant. Euh, pour ça, pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Si je vois que la personne en face de moi, elle a besoin de temps parce que elle a été blessée ou parce qu'elle est trop énervée ou inversement, moi aussi, ça peut juste être prendre le temps de rester chacun un peu de son côté et puis de discuter. Ça, je pense que chaque couple, on fonctionne aussi différemment. On a tous des besoins différents, mais ne pas être dans l'attaque de l'autre. Ça, je pense que sur le moment, on peut se sentir mieux parce que c'est satisfaisant. Chouette, je viens de piquer l'autre, je vois qu'il est pas bien aussi parce que moi, je suis pas bien. Mais au final, personne n'est heureux dans cette situation. Ouais, complètement. Et
souvent si quand il y a un désaccord, quand il y a, un conflit, quelconque sur quelque sujet que ce soit, c'est vrai qu'on pourrait vite tomber dans le piège du débat, vite, dans le piège de: «C'est qui a raison? C'est qui a tort?» Et beh, c'est comme les débats en politique, c'est comme les débats, scientifiques, c'est comme la plupart des débats. En général, il y a pas de gagnant. Il y a juste, 2 positions fermées qui n'ont pas vraiment bougé. Donc c'est pas, enfin moi, à mon sens, ça peut peut-être être très intéressant dans plein de domaines, mais dans le domaine du relationnel et du couple, c'est pas intéressant d'avoir, 2 positions fermées et qui n'évoluent pas au bout de 2 heures de discussion intense et éreintantes. Donc moi voilà, je prône et je sais que Julia, c'est exactement la même chose et c'est ce qu'on fait depuis super longtemps, c'est que on on essaye de ne pas tomber dans le qui a raison, qui a tort, mais qui pense quoi, qui ressent quoi et qui ressent quoi et comment est-ce qu'on manage ça et comment est-ce qu'on mélange ça et comment est-ce qu'on trouve une solution à 2. Ça peut paraître tellement bateau, mais faites l'exercice, ou essayez d'observer un peu quand il y a un conflit. Est-ce que vous basculez ou pas dans le qui a tort, qui a raison? Et enfin, sans aucune prétention, ça m'arrive aussi. Ah, ça nous arrive Ça nous aussi. arrive aussi, Oui. mais c'est juste, voilà, c'est un conseil qui paraît tellement anodin, mais même ce conseil qui est tellement anodin, vous vous rendrez compte par vous-même que vous tombez tout le temps dedans. Et combien de fois est-ce que vous avez gagné? Combien de fois est-ce que ça vous a servi de faire la guéguerre à qui avait raison et qui avait tort? Même si, imaginons, dans le meilleur des cas, vous aviez raison, en fin de compte, le vrai problème, il est pas résolu. Parce que le problème, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Le problème, c'est de savoir, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et comment est-ce qu'on réagit? Donc, pour moi, ça dessert plus que ça ne sert. Mmh. Et par rapport à ça, si tu as quelque chose d'autre à dire, ça me fait penser que, donc pour moi, cette position de gagnant-gagnant, ça fait partie forcément de la communication et un gros problème que, ben, on a rencontré aussi un petit peu dans notre couple, mais que je remarque beaucoup autour de moi, c'est, le fait qu'une fois que, on a rencontré «la bonne personne» entre gros guillemets, parce que déjà la fois passée dans le podcast, on en avait parlé, mais pour nous, il n'y a pas vraiment de «la bonne personne», mais bon. Entre gros guillemets, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, il faut pas partir du principe que vu que c'est la bonne personne, elle connaît tout de nous, elle doit deviner nos attentes, elle doit, deviner ce dont j'ai envie, ce dont je n'ai pas envie. En fait, on co-construit durant toute notre vie. Durant toute ma vie, Gauthier va me donner son mode d'emploi, de comment il fonctionne, de ce dont il a besoin, parce que malgré que ça fait 4 ans, plus de 4 ans qu'on est ensemble, il y a encore plein de choses où je sais pas, et puis il va évoluer, il va changer, donc son mode d'emploi, il change tout le temps. Et inversement, euh, pour moi, il faut arrêter de croire que l'autre est censé deviner ce qu'on veut s'il nous aime. Ouais. Alors évidemment, il y a de la nuance. Évidemment que au bout d'un certain temps, quand on connaît son partenaire ou sa partenaire, on sait anticiper certaines choses et on sait dans quel sens orienter son comportement ou son discours pour que ça se passe bien. Évidemment que, voilà, on connaît quand même, au bout d'un certain temps, très, très bien son partenaire, mais on le connaîtra jamais autant que lui se connaît lui-même et on le connaîtra jamais assez bien pour pouvoir anticiper tout et faire tout comme l'autre le voudrait. Et enfin, si je peux même vous dire quelque chose, même votre mère n'en est pas capable. Si votre mère en est pas capable, je vois pas qui pourrait le faire. Hein, nombre de fois où on n'est pas d'accord, où ça marche pas, où on se dispute, où ça coince, où on attend quelque chose et on le reçoit jamais. Mais elle devrait savoir pourtant. Mais non, même votre mère n'en est pas capable. Donc gardez en tête que votre partenaire, lui, c'est pas étonnant si des fois il a pas l'action ou la parole ou le réflexe que vous attendiez. Euh, Même soi, parfois, on ne sait pas ce qu'on veut. Et juste le fait que, bah, par exemple, Gauthier me demande ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, parce qu'il voit que je suis tendue ou que je suis énervée, qu'il y a un truc qui me va pas, juste ça va me permettre de, ok, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui va pas, et de mettre juste de la conscience sur mes émotions et mes ressentis, et donc de lui communiquer, que lui il comprenne mieux, que même moi, que moi je comprenne mieux pourquoi est-ce que je me sens comme ça. ouais, complètement. C'est un réflexe. J'ai l'impression que c'est quand même un réflexe, ça qu'on a pris. Ouais. Et c'est vrai que des fois, moi, voilà, je me sens un peu bête. Des fois, je vois que t'es pas bien, je vois qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Et la seule chose que j'ai à la bouche, c'est je peux faire quelque chose pour toi. Et en fait, je me sens un peu bête,
mais d'un autre côté, c'est peut-être une des meilleures choses à dire parce que, autant si on propose quelque chose, qui nous semble bien, mais qui ne l'est pas pour l'autre, on va avoir un retour pas très agréable. Ça, c'est vrai. Et puis, parfois, comme Julia a dit, parfois l'autre ne sait même pas ce qu'il veut lui-même. Donc peu Mmh. importe ce que vous allez lui amener, même si c'était ce qu'il lui fallait, peut-être que lui-même n'est pas encore conscient que c'est ce qu'il lui faut et donc n'en a pas envie et donc ne va pas accueillir votre réaction correctement ou votre aide correctement. Donc avant d'aider, déjà demander si l'autre veut être aidé aussi. Je Mmh. saute déjà d'un sujet à l'autre, je vais revenir sur l'autre sujet, mais ça aussi c'est hyper intéressant. J'avais un prof qui nous avait dit ça, donc moi, pour ceux qui me connaissent pas très bien, en 2 mots, je fais des études de psycho et ça me passionne complètement et oui, j'avais un prof qui avait dit, «N'aide jamais quelqu'un s'il ne te l'a pas demandé. Parce que dans X années, X mois, quand il aura plus envie de ton aide et qu'il te dira: "Mais je t'ai jamais rien demandé", il aura raison». Donc heu, donc non, pour moi déjà demander si l'autre veut être aidé, c'est primordial. Julia m'a déjà fait plusieurs fois la réflexion, hein, mais j'ai non, non, là, j'ai pas besoin, j'ai pas envie qu'on me donne des conseils ou des solutions. Là, j'ai juste envie qu'on me fasse un câlin ou j'ai juste envie qu'on m'écoute. Mmh. Donc voilà, enfin, j'ai vraiment ce principe maintenant d'essayer de demander avant de faire. De pas partir du principe que, la personne en face de vous sait exactement ce dont vous avez besoin, sait deviner comment vous vous sentez. C'est sûr que oui, après, un certain temps, on se connaît, j'arrive à deviner de plus en plus, comment Gauthier est, s'il fait telle tête ou quoi, mais par exemple, si je suis fatiguée, de ma semaine et que j'aimerais beaucoup, que, Gauthier me propose qu'on aille, boire un verre le vendredi soir, mais que lui, il sait pas du tout, il voit juste que je suis énervée ou fatiguée. Je pars du principe que c'est à lui de deviner, qu'il me le propose pas, ça va encore plus nous énerver, ça va encore plus créer un climat de tension. Alors que essayer, c'est peut-être pas très cool sur le moment parce qu'on idéalise beaucoup, on a une conception, du couple peut-être très, comme dans les, films, à l'eau de Oui, rose et princesse et prince, mais juste poser la enfin, énoncer en fait votre besoin et ce dont vous avez besoin. Bah, voilà, moi je me sens fatiguée, ça me ferait super plaisir qu'on aille boire un verre et en fait, il y aura beaucoup moins de tension, ça va beaucoup plus, couler de soi et essayez. Une fois que vous aurez essayé une fois, je pense que vous aurez envie d'essayer une deuxième fois et après ça ira tout seul, quoi. ouais, et une fois que vous aurez compris à quel point c'est puissant comme, petit déclic à avoir dans sa vie, vous aurez même envie de l'utiliser et de l'appliquer dans d'autres relations que vos relations amoureuses. Oui, bien sûr. C'est tellement bête, mais les relations amicales, les relations même entre collègues, simplement, en fait, avoir un discours plus clair et peut-être parfois plus explicite, bah, ça vous évite tellement de problèmes et ça vous amène tellement tout de suite, d'autres portes qui s'ouvrent, d'autres types de relations, c'est voilà, moi je trouve ça super puissant et tellement simple à comprendre, mais pas si simple à appliquer, en fait. Parce que c'est Oui. tellement flatteur. En fait, il faut le dire, ça fait du bien quand l'autre sait ce qu'on veut et le fait, ou quand l'autre devine ou nous connaît tellement bien qu'on n'a même pas besoin de demander, ça fait du bien. Et Ah oui, ça arrive. ça arrive. Mais si on attend que ça n'arrive que comme ça, on risque d'être déçu Oui, très souvent, et frustré. et frustré. Et en plus de ça, ce qui est dramatique aussi dans, bah, du coup, dans ce schéma de j'aimerais que l'autre devine pour moi, j'aimerais que l'autre me connaisse mieux que moi-même presque, et qu'il sache tout de suite, bah, souvent ça nous frustre nous, ça nous fait du mal à nous, donc ça nous impacte négativement. Mais en plus de ça, souvent on va répercuter ce mal-être ou cette Oui, bien frustration sûr. sur l'autre. Et donc encore une fois, on arrive dans une dynamique de perdant-perdant, parce qu'en fin de Mmh. compte, ça fait du tort aux deux. On va le porter responsable de notre mal-être et Ouais. parce que pour nous, c'est à cause de lui qu'on n'est pas bien parce qu'il Il en a aurait dû pas savoir emmené ouais, que, il aurait il dû aurait dû savoir. faire, il aurait dû penser à. Et bon, effectivement, des fois, quand il y a plus rien dans le frigo et que, il faut aller faire les courses et monsieur, pour la 14e fois, ne va pas faire les courses, évidemment qu'il aurait dû penser à aller faire les courses. On est bien d'accord, encore une fois, apportons de la nuance sur tout ce qu'on dit, hein, on est bien Oui, oui, d'accord. oui. Mais voilà, savoir que, il a vous enfin, vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, vous êtes, irrité et il sait pas que vous avez une engueulade avec, un tel dans votre boîte et que là, vous avez besoin, d'un massage ou que vous avez besoin de passer un moment zen et que vous avez pas envie de regarder un western, voilà, c'est ça, il peut pas le savoir.
Alors, ce capital relationnel dont on parle depuis le début, comme, Gauthier l'a dit tout à l'heure, je pense que, bon, bien sûr, il passe au travers du couple, c'est relationnel, mais, je pense que, comme Gauthier l'a dit tout à l'heure, il passe aussi, à travers soi, d'abord, à la relation qu'on a envers soi et du coup, une question qu'on se posait et dont on a, déjà un petit peu discuté avec Gauthier ou sur laquelle on a déjà un peu réfléchi, moi je sais bien que j'en ai déjà parlé avec des amis, c'est est-ce qu'il faut s'aimer soi avant d'aimer quelqu'un d'autre? On entend souvent, ou c'est souvent la chose qu'on dit aux personnes qui sont pas en couple, c'est oui mais aime-toi d'abord parce que si tu t'aimes pas toi, tu trouveras personne d'autre, ou tu trouveras pas quelqu'un avec qui être en couple, voilà. Moi personnellement, je suis pas super d'accord avec ça. Parce que si, il fallait attendre de m'aimer, pour être en couple avec quelqu'un, je pense que je n'aurais jamais été en couple. Bien sûr, je pense qu'à nouveau, c'est avec de la nuance. Si on a trop de traumas ou si on a trop de douleurs, de difficultés, par rapport au couple, par rapport à une relation qu'on a eue, par rapport à une situation familiale, bah, bien sûr, il y a des moments où vaut mieux peut-être éviter de se mettre en relation avec quelqu'un parce qu'on n'est juste pas capable pour le moment d'être en relation avec quelqu'un. Mais je pense que ce mythe de il faut s'aimer d'abord soi à 100%, c'est déjà difficile. Je sais, moi personnellement, j'ai rencontré personne dans ma vie jusqu'à maintenant qui m'a dit déjà qu'il s'aimait à 100%, parce que tout est cyclique et puis il y a toutes sortes de moments et je pense que c'est un travail de toute une vie aussi. Voilà un petit peu mon avis. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, et je suis moi-même quelqu'un qui ait une très très bonne confiance en lui. J'ai vraiment toujours eu confiance en moi, sans prétention, hein, mais je me suis toujours senti bien avec moi-même. Je me suis toujours senti bien dans mon corps. Je me suis toujours senti bien dans mes relations, dans ma famille. J'ai toujours eu aussi beaucoup de chance, beaucoup de choses positives dans ma vie en général. Mais malgré ça, voilà, je peux pas, te regarder dans les yeux et te dire, Julia, que je m'aime à 100%. Je m'aime beaucoup, mais peut-être pas à 100% quand même. Donc non, effectivement, il y a personne qui s'aime à 100%. Et pourtant, ça n'a jamais empêché personne, d'avoir, des relations, saines, épanouies, des relations qui font grandir, des relations, d'une vie parfois aussi. Donc voilà, je pense pas que c'est une condition sine qua non pour être en couple et pour aimer les autres. Par contre, je pense quand même que, en fonction des parts de nous qu'on n'aime pas ou des choses qui sont pas faciles à gérer pour nous avec nous-mêmes, toutes ces choses-là vont quand même avoir une répercussion d'une manière ou d'une autre sur nos relations, que ce soit amicales, professionnelles, amoureuses. Et ce qui est important, encore une fois, c'est pas de c'est pas de se soigner entièrement soi-même et après seulement se dire: «Je peux aller vers les autres», c'est pas ça. Mais c'est peut-être se dire que entamer une relation, vivre une relation, ben, c'est se confronter et c'est prendre, enfin, j'allais dire un risque, mais c'est saisir l'opportunité de se confronter beaucoup plus vite et beaucoup plus fort à toutes ces parts de nous-mêmes qui sont encore difficiles à gérer, qui sont encore difficiles à accepter aussi ou à même juste assumer. Et je pense que du coup, le couple, en fait, le couple, c'est une excellente opportunité, ben, d'avancer sur soi-même. Je pense qu'il faut juste pas tomber aussi dans le piège de mon partenaire devient mon thérapeute. Mon partenaire n'est pas mon thérapeute. Par contre, mon partenaire, c'est un soutien, c'est une écoute, c'est une oreille attentive, c'est quelqu'un qui me booste quand j'ai besoin d'être boosté, c'est quelqu'un qui me fait du bien quand j'ai besoin qu'on me fasse du bien. C'est quelqu'un qui est pas d'accord, des fois, et qui met des stops. Donc je pense que voilà, c'est en aimant les autres aussi, en fin de compte, qu'on peut apprendre à plus s'aimer soi-même. Je pense qu'on est un peu dans ce débat, un débat, vous vous souvenez, de l'œuf et la poule? Mais en fait, moi, je pense que c'est les deux s'aident mutuellement. S'aimer soi-même, ça n'est que positif et ça ne peut que vous aider à aimer les autres. Mais aimer les autres, ça peut aussi avoir énormément d'impact positif sur votre propre amour-propre et sur votre confiance en vous et sur votre manière de, de vous sentir avec vous-même. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et vas-y, je te laisse parler, mais après, j'ai un exemple aussi personnel que je peux raconter.
Je pense que c'est super important, justement oui, d'entretenir son capital relationnel envers soi-même aussi quand on est en couple et de prendre des moments pour soi, de pas tout le temps être, collés l'un à l'autre. Ça, j'en discutais il y a pas longtemps avec une amie justement. On voit beaucoup peut-être de couples plus âgés que nous, de couples de parents qui ne savent plus rien faire l'un sans l'autre. Et c'est triste parce qu'on se laisse plus l'espace pour réfléchir sur soi, juste pour prendre de l'air et le plaisir de se retrouver aussi. Je pense que ouais, s'aimer soi, c'est important, prendre des moments d'activité qu'on aime faire tout seul. Moi, je sais pas, il y a des activités que j'aime bien faire que Gauthier n'aime pas spécialement faire. Et ben, autant saisir, cette opportunité-là pour, passer du temps avec, bah, mes copines ou juste, moi toute seule. Je pense que ça, c'est prendre soin de son capital relationnel, de soi à soi et que de prendre soin de son capital relationnel de soi à soi, ça prend soin du capital relationnel du couple. Ouais, complètement. D'ailleurs, là, je fais une petite aparté, mais c'est marrant de voir parfois les dynamiques justement qu'il y a dans certains couples où cette notion de je suis encore capable de faire des choses tout seul. Dans certains couples, elle est extrêmement présente et dans d'autres, elle est complètement disparue. On sait plus rien faire sans l'autre. On n'ose plus, on n'a plus envie, on n'y pense plus. Et ça devient inconfortable. Et bah voilà, ce n'est qu'un avis personnel, mais c'est vrai que quand ça devient inconfortable de se retrouver tout seul, de se retrouver face à soi-même ou que avec soi, bah c'est peut-être aussi que là, il y a des choses à investiguer ou à travailler ou à... N'en dis pas ça, parce que, ça nous est jamais arrivé, hein. Moi, ça m'arrive, pas mal, d'être beaucoup plus, de me sentir beaucoup mieux avec, Gauthier que toute seule ou des moments où je vais me sentir pas bien, où je n'ai pas envie d'être seule parce que je sais que je vais être confrontée à tout ce qui va pas. Mais on en discute, en fait, souvent. Ouais, non, c'est clair, mais moi, moi encore, voilà, je pense que un des moments où j'ai le plus souffert et où j'ai le plus eu du mal dans ma vie, c'est quand je me suis retrouvé tout seul à Melbourne et que t'es parti. Quand t'as pris l'avion et que je savais qu'à partir du moment où tu montais dans cet avion, moi, je me retrouvais tout seul à Melbourne. Quelle inconfortable situation, mais c'était dur, j'en pouvais plus. Mais si je devais refaire mon voyage, je ne sauterais pas cette étape, je la laisserais comme ça parce que putain, c'est une belle claque. Mais sur le moment, ça fait mal, hein. Mais c'est une belle claque. Et c'est incroyable à quel point le fait de me retrouver tout seul, et en plus tout seul dans un environnement où je me sentais pas safe, où je me sentais pas chez moi, où je maîtrisais pas du tout tous les éléments qu'il y avait autour de moi, fait que, bah, j'en ai appris, mais 10 fois plus sur moi, et c'est pas, un petit ange qui tombe du ciel et qui me donne: «Oh tiens, Gauthier, tu plus comme ça, t'es plus comme ça, t'es plus comme ça». Mais c'est plus, «Waouh, putain, j'ai réussi, je pensais pas que j'avais réussi ça» ou «Putain, j'ai tenu, je savais pas que j'avais tenu» ou «Merde, là, je pensais que j'étais quelqu'un de comme ça, finalement je me suis effondré». C'est tellement un apprentissage en accéléré sur soi, de se retrouver seul, que si j'étais médecin, je le prescrirais à tout le monde. Ouais, faites des voyages solo. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime trop, mais au début, j'étais super effrayée à l'idée de le faire. Et franchement, foncez même une journée. Allez passer une journée dans un endroit qui vous fait du bien, seul. Vous verrez qu'au final, vous êtes toujours entouré en plus de plein de personnes. Enfin, ça dépend, sauf si vous voulez aller vous promener dans la campagne ou dans la forêt tout seul, ce qui peut aussi faire beaucoup de bien. Mais franchement, foncez, allez-y. Ça fait peur au début, mais vous allez voir qu'au final, vous n'êtes pas les seuls à passer du temps seul une journée, un week-end, une semaine. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. C'est pas toujours ultra confortable, mais ça fait vraiment du bien. Mais tu voulais donner un exemple tout à l'heure. Ouais, oui, oui, mon exemple. Bah voilà, j'ai pas vécu énormément de relations difficiles ou dramatiques ou toxiques dans ma vie. Mais je me souviens quand même de voilà ma dernière relation quand j'étais en secondaire, j'étais encore jeune, c'était donc c'est pas encore une dimension qui, enfin c'était pas C'est une vrai que maintenant c'est relation. très vieux, hein. Oui, bah écoute, les années passent. Non mais voilà, j'avais 16 ans. Et beh, du coup, c'était pas encore du tout une relation, aussi sérieuse que celle que j'ai maintenant. Bah, parce qu'on avait tout simplement pas eu le temps de la construire, hein. C'est une relation qui a duré quelques mois. Hem Ma partenaire de l'époque, heu, ça se passait très bien. Mais petit à petit, je sentais que, il y avait des peurs latentes, il y avait des craintes, il y avait parfois aussi un manque de confiance. Et je le prenais très mal.
en fait, parce que justement, il y a quand même quelque chose que j'essaye et que j'ai toujours appliqué et c'est une très grande fierté, mais c'est pas une fierté parce que c'est valorisé, c'est parce que c'est une fierté parce que c'est une de mes valeurs personnelles et fondamentales, c'est de respecter le partenaire et de pas le tromper. Alors je sais qu'on pourrait aussi faire un podcast juste sur la tromperie, juste là-dessus, parce que ça dépend qu'est-ce qu'on entend par tromperie, et c'est juste cette définition-là de la tromperie, elle est déjà différente. Je crois il y a un milliard de manières différentes de voir la tromperie. Mais voilà, moi, dans mon cadre de référence à moi et ma vision de la tromperie, je n'ai jamais trompé personne, et j'ai toujours extrêmement respecté mes partenaires. Et je sais que du coup, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait de la jalousie, parce que pour moi, je faisais tout correctement. Je passais du temps avec elle, je la complimentais et je l'aimais profondément, donc je n'avais pas envie d'aller voir ailleurs, j'avais pas envie ça ne me passait même pas par la tête parce que j'étais tellement bien avec elle que c'est avec elle que j'avais envie d'être. Et malgré cet amour, malgré, mon comportement qui pouvait absolument pas prêter à confusion, malgré ça, j'avais une partenaire en face de moi qui était pas rassurée, qui était pas, en confiance complète et qui, parfois, tendait même vers des reproches et vers de la jalousie, et et c'était super difficile à pour moi à gérer, et on en discute, et puis petit à petit, beh, je me rends compte qu'en fait, elle me reproche rien, et elle me dit à chaque fois qu'on en discute: «Mais non, mais je sais que tu fais tout bien». Et je dis: «Mais pourquoi est-ce que tu as peur alors?» Et en fait, beh, je me rends compte que la peur, c'est pas sur moi, c'est elle, en fait. C'est pas parce qu'elle a peur ou qu'elle trouve que mon comportement est pas bien ou que je pourrais aller voir ailleurs, mais c'est parce qu'en fait, elle a tellement pas confiance en elle, qu'en fait, elle a peur que je rencontre quelqu'un de mieux qu'elle. Elle a pas peur que moi je la trompe juste pour la tromper ou parce que j'en ai marre d'elle, mais elle a peur que je rencontre quelqu'un de mieux, de plus intelligente, de plus belle, de plus intéressante, de plus riche, qu'est-ce que j'en sais. Et cette peur constante qu'il y ait plein de filles autour qui soient mieux qu'elle parce qu'elle se dévalorise, parce qu'elle a pas confiance en elle, parce qu'elle a l'impression d'être nulle, elle a l'impression de pas faire correctement avec moi, elle a l'impression de m'ennuyer. Toutes ces impressions qu'elle avait au quotidien avec moi faisaient qu'en fait, ben, ça commençait à pourrir le couple et on commençait à tomber un peu dans tout ce qui est néfaste et tout le négatif que peut apporter la jalousie. Et, et voilà, là, c'est typiquement un exemple où ben, le fait de ne pas s'aimer soi-même peut avoir des répercussions super difficiles à vivre et vraiment néfastes sur un couple, quoi. En fait, j'ai juste envie de dire par rapport à ça que, vous inquiétez pas si c'est le cas, si vous avez pas confiance en vous, parce que moi quand je me suis mise, en couple avec Gauthier, j'avais pas confiance en moi. Je me rappelle avoir passé, des soirées à pleurer, non pas à cause de lui, mais à cause de moi, parce que j'avais pas confiance en moi, parce que justement j'avais ces peurs-là aussi. Je pense que juste, quelque chose qui peut être important, c'est de se rendre compte que justement c'est pas de la faute de notre partenaire, c'est pas de notre faute non plus, mais que c'est quand même nous qui sommes responsables de ce qu'on peut faire de ça, je sais pas, de faire des petites choses, hein, mais moi, particulièrement, ça a été, avec, ma meilleure amie, ça a été de commencer à faire les magasins, à oser, faire des shootings photos, à poser, à faire la star, et c'était tellement difficile au début pour moi, qui me sentais pas, spécialement bien, qui avait pas confiance en moi, de d'oser faire la star, devant son téléphone à elle, juste devant elle, et juste des petites choses comme ça a commencé à me faire, vraiment du bien, et ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'en fait, bah, Gauthier, enfin, il avait rien à voir avec toutes ces peurs-là et que c'était vraiment que moi, et ça, juste déjà m'en rendre compte que c'était que moi, bah, en vrai, ça m'a fait du bien. Ça enlève quelque chose, et voilà. Ouais, je pense que un des exemples, et ça, pareil, je suis certain, je peux me tromper, mais je suis certain que ça doit être le cas dans tellement de couples. Posez-vous la question, regardez 2 secondes comment ça se passe dans votre couple, mais le nombre de fois depuis qu'on se connaît, et beaucoup plus au début que maintenant, et c'est là où je vois qu'on a quand même bien fait, on a fait du chemin tous les deux. Mais le nombre de fois où je te faisais un compliment et où tu bloquais mon compliment, c'est même pas que simplement j'avais pas de réaction. Non, j'avais une réaction qui était: «Ah oui, mais c'est pas vrai. Ah oui, mais non, là, oh, t'es super belle, j'adore», et puis: «Oh non, tu vu ma tête, ça va pas, je suis moche». Il y avait jamais un accueil de mon compliment.
Et le simple, même si vous avez du mal à y croire vous-même, accueillez le compliment Ouais, et en de fait, l'autre. c'est le début du travail. Mais Gauthier, il m'a forcé, entre guillemets, il m'a forcé, entre guillemets, à ne plus dire non, mais c'est pas vrai. Et non, mais non, mais en fait, ça, c'est déjà un problème de ma vie de tous les jours, hein, c'est d'avoir du mal à croire dans les compliments que les gens peuvent me faire parce que je me dis toujours que, ouais, mais ils connaissent pas vraiment la vérité. Si on me dit que je fais bien ça, oui, mais c'est parce qu'ils savent pas vraiment que ça, je le fais pas si bien, etc., etc. Ça, c'est déjà un souci sur lesquels je travaille dans ma vie, mais c'est vrai que ça a été le début du chemin. C'est d'arrêter de dire non, mais c'est pas vrai. C'est ok, j'écoute. J'ai du mal à accepter, mais j'écoute. Et je le réfute pas. Et je le réfute pas. Et petit à petit, ben, en ne réfutant pas, en tout cas verbalement, bah, j'ai commencé à moins réfuter tout court. Mais c'est vrai qu'encore parfois maintenant, hein, j'ai du mal. Mhm. Mais Oui, oui, voilà. oui, ça je sais bien. Mais, euh, mais oui, voilà, c'était un exemple, mais que je trouvais vraiment flagrant. Mais encore une fois, moi, ma conclusion un peu de ces discussions pour l'instant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de il faut s'aimer d'abord ou il faut aimer l'autre d'abord. Il faut oser aimer les deux et essayer les deux. Et l'un aidera l'autre et l'autre aidera l'un. C'est pas Ouais. français, mais ça fonctionne et vous m'avez tous compris. Et moi, juste une dernière chose que je veux amener par rapport à toute la discussion qu'on vient d'avoir, c'est autant personnellement que par rapport au couple. C'est super intéressant et important de se questionner par rapport à son couple, de voir ce sur quoi on peut travailler par rapport à soi aussi. Mais attention de ne pas tomber dans une extrême. J'en parle parce que moi, je suis spécialiste pour ça. De travailler tout le temps sur soi et de travailler tout le temps sur son couple, de tout intellectualiser. Euh, c'est chouette aussi, et le couple c'est fait pour ça aussi. Le couple c'est s'amuser, c'est ne rien faire, c'est rester dans le lit, c'est tout ce genre aussi de choses. C'est ça qui fait aussi qu'on entretient le capital relationnel. C'est pas juste de travailler tout le temps et de réfléchir tout le temps sur sa relation ou sur soi. C'est aussi juste profiter du moment présent parce qu'en fait, sinon, bah, on coule en fait. Si on intellectualise tout le temps, il n'y a plus de moments de plaisir et il n'y a plus du coup d'intérêt en fait au couple et on coule. Donc juste faites attention à ça aussi. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire quand on a tendance à tout intellectualiser. Très difficile de se dire, bah maintenant je vais arrêter de le faire. Mais essayez peut-être juste plus de vivre du moment présent sans culpabiliser et voilà. J'espère que cette conversation vous aura intéressé, vous aura plu, que vous allez vous reconnaître dans certains éléments qu'on vous a partagés. Et du coup, bah, en fait, il y a encore plein de sujets avec Gauthier qu'on aurait voulu aborder, comme la jalousie, la tromperie, les red flags, ce genre de choses. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me le dire, ça me ferait super plaisir. Et avec Gauthier, on adore enregistrer des podcasts ensemble, donc n'hésitez pas à me le dire. Ah, moi, je suis heureux là. Moi, je me sens bien là. Je me sens bien. Il se sent dans son élément, face à un micro. Voilà. Face à un micro. Oui, Non, parce je que rigole. c'est le premier podcast que j'enregistre avec mon micro, donc si jamais vous entendez une différence, voilà, avant j'enregistrais juste avec mon Mac qui avait déjà une très bonne qualité, mais Bah, dites voilà. peut-être simplement si vous aimez bien le son. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu avec Gauthier. J'espère que le fait que j'ai repris le podcast vous fait plaisir aussi. N'hésitez pas à me faire un retour sur la qualité du son, comme on vous l'a dit, ou sur si le sujet vous a intéressé, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que j'aborde. J'ai décidé de changer un petit peu la manière dont j'allais faire les podcasts. Dorénavant, ce sera plutôt avec des connaissances à moi, des proches, ou pas, des invités peut-être dans le futur. Ça n'empêche pas que je ferai peut-être encore de temps en temps des podcasts seuls, mais en tout cas, attendez-vous plus à avoir des discussions avec d'autres personnes. Comme je le disais avant, j'ai pas changé. Si vous pensez que cet épisode de podcast pourrait plaire à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de revenir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt.